Bonjour Sandrine Rousseau et merci beaucoup d'être là ce matin. Cela fait des années que vous vous battez pour un droit à mourir dans la dignité depuis 2013. Et le décès de votre maman, c'est un drame que vous avez évoqué vendredi dernier à l'Assemblée. On écoute. Ma maman s'est suicidée. Elle s'est suicidée alors qu'elle était en fin de vie parce qu'il n'y avait pas l'aide à mourir. Elle s'est suicidée dans des conditions abjectes. Son agonie a été insupportable, épouvantable. Elle a pris dans sa table de chevet tous les médicaments qu'elle avait gardés depuis des semaines et elle les a avalés d'un coup. On entend effectivement votre émotion. Là, c'est pas de la politique. Vous parlez d'un témoignage qui vous est propre. Ce sujet de la fin de vie, il nous touche tous très intimement, en fait, quelles que soient nos convictions, j'allais dire, politiques, religieuses. Votre maman était atteinte d'un cancer en phase terminale. Elle vous avait dit qu'elle voulait en finir ? Oui, elle nous avait même désigné en personne de confiance, donc on savait qu'elle voulait en finir, mais ce qu'on savait pas, c'est la manière dont ça allait se passer, et elle s'est suicidée alors que moi elle a avalé les cachets alors que moi j'étais dans le train pour aller la voir, donc quand je suis arrivée à la maison, elle était déjà dans le coma, enfin elle était déjà inconsciente, de sorte qu'elle ne m'a pas dit au revoir, elle ne nous a pas dit au revoir, elle ne nous a pas dit qu'elle nous aimait, et en fait ce sont des mots qui manquent énormément, et la violence de cette agonie m'a évidemment beaucoup marqué, mais ce qui me frappe aussi, c'est à quel point c'est courant. À quel point c'est courant. Combien de familles ont eu des proches qui se savaient condamnés, qui ont retourné pour certains des armes de chasse contre eux, ou qui ont avalé des médicaments, ou qui se sont jetés d'une falaise. Combien ? Je n'arrête pas de recevoir des témoignages de suicide de fin de vie. Et en fait, il y a aujourd'hui une fin de vie clandestine. Et c'est ça qu'il faut régler par la loi, parce que ces fins de vie clandestines sont des fins de vie douloureuses pour les proches, qui ne permettent pas de faire des deuils corrects, et qui sont douloureuses aussi pour les personnes qui partent. On n'a pas à partir comme ça, comme des voleurs en quelque sorte. On doit partir sereinement. Votre maman, elle est partie comme une voleuse ? Oui, je trouve que ma maman est partie comme une voleuse, alors même qu'elle s'est battue pendant 18 ans contre le cancer, qu'elle a eu de multiples rechutes, et qu'elle a été extrêmement courageuse, qu'elle a fait tous les soins possibles, et qu'elle nous avait dit qu'elle voulait mourir, et elle avait une place en soins palliatifs. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'elle pouvait aller en soins palliatifs, mais elle refusait parce qu'elle voulait être... Parce qu'elle ne voulait pas mourir. Alors c'était avant la loi Claes-Leonetti, son cas a inspiré aussi la loi Claes-Leonetti, mais elle voulait en finir avant d'être assoiffée ou affamée dans un centre de soins palliatifs, parce qu'à l'époque c'était ce qui se passait. Voilà, bon, c'est son choix et je le respecte absolument. La question, c'est en fait comment on fait ça sereinement. Elle vous avait prévenu, mais elle ne vous avait pas prévenu du moment. Vous arriviez en train, votre père était venu vous chercher. Vous auriez aimé être là à ce moment-là ? Évidemment. Parce que, je ne sais pas si on se rend compte de la violence d'une personne qui choisit le jour de sa mort, mais qui le fait alors que c'est conscient, clandestinement. Et même sans prévenir, sans associer ses enfants et son mari, nous étions tout pour elle, nous étions beaucoup en tous les cas pour elle. Et ne pas avoir eu, mais même moi, ne pas lui avoir dit merci maman. Merci pour cette vie, merci pour tout ce que tu m'as amené, merci pour cet amour que tu m'as donné, merci pour ce que je suis en fait. Et c'est très important, ça aurait été très important pour moi de le lui dire, parce que ce sont des mots essentiels quand on perd un proche, quand on perd une personne aussi proche que sa maman. Et en fait, moi, ces mots-là m'ont manqué, ces mots à elle qui m'ont manqué, mes mots à moi qui m'ont manqué. Et cette violence de cette fin de vie, je veux que nous l'entendions parce que la loi répond à cela. Alors justement, qu'est-ce qui aurait été différent avec la loi que vous vous apprêtez à voter aujourd'hui ? Eh bien, il y aurait eu un rendez-vous médical, on aurait été accompagné d'un médecin, parce que là aussi, nous n'étions pas accompagnés d'un médecin, donc on s'est retrouvés, mon père et moi, à être présents à cette agonie, et pour respecter ses volontés, ne pas appeler les médecins, mais du coup, être aussi face à sa souffrance extrême. Donc là, c'est un acte médical, c'est un temps court, c'est-à-dire que la substance létale agit rapidement, et puis ça aurait permis de programmer que mon frère soit là par exemple, et puis qu'on sache exactement de manière très sereine qu'on accompagne ma maman, qu'on accompagne les personnes qui sont en fin de vie. Et moi je me réjouis vraiment de cette loi, parce que je pense que ça va permettre de sortir d'une période où les gens meurent mal en France, et encore une fois, nul n'est obligé de passer par là. Tout le monde, grâce aussi à cette loi, va pouvoir avoir accès à des soins palliatifs
palliatifs. Et donc, on choisira. C'est le choix, c'est la loi du choix. Sandrine Rousseau, je le disais, cette loi, elle suscite beaucoup d'inquiétudes. Et finalement, dans cette histoire, il y a pas de gauche, pas de droite. Enfin, chacun a un peu une opinion sur le sujet. Que répondez-vous à ceux qui s'inquiètent des dérives? Je pense notamment, par exemple, aux personnes en situation de handicap, acculées par les problèmes de précarité, d'accès aux soins et qui finalement choisiraient cette option pour soulager leurs proches. Alors, je voudrais dire que ça n'est pas une loi sur le handicap, c'est une loi sur la fin de vie. Et j'insiste là-dessus, c'est une loi sur la fin de vie. C'est-à-dire qu'il y a la notion de dégradation, de phase terminale, avancée, que cette phase avancée a été définie par la haute autorité de santé. Et qu'en fait, ça ne touche pas le handicap, ça n'est pas une loi du handicap. Et je voudrais dire aussi que nous nous battrons et que je serai toujours aux côtés des associations et des personnes qui se battent pour que le handicap soit beaucoup mieux accepté dans notre société, mieux soignées, mais aussi que les personnes handicapées aient accès au logement, aient accès au travail, etc. Et qu'on sorte de cette société validiste, c'est-à-dire qui met les personnes valides au centre de notre société et qui met les personnes handicapées à leur marge. Ça, vraiment, ce sera mon combat. Mais là, c'est une loi sur la fin de vie. Et je voudrais que nous ne mélangions pas les deux. Et les risques d'abus de faiblesse envers des personnes vulnérables? Il y a des personnes en fin de vie, vulnérables et des gens mal intentionnés de leur famille. Oui, c'est pour ça que la décision est collégiale, que c'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'on peut faire une demande, mais il y a une décision collégiale qui vérifie que les conditions soient respectées, notamment celle du discernement. Et je voudrais dire aussi que depuis que nous étudions cette loi sur la fin de vie, il y a eu 100 millions de débloqués sur les soins palliatifs et que probablement qu'elle sera votée uniquement dans 1 ou 2 ans, puisqu'il y a des navettes parlementaires qui vont se succéder, et que durant ces 2 ans, nous allons nous battre pour qu'il y ait des unités de soins palliatifs dans chaque département. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et la majorité s'est engagée là-dessus, et donc nous verrons pendant les 2 prochaines années comment cela va évoluer. Mais en tous les cas, je pense que c'est vraiment une loi sur la fin de vie et non pas uniquement sur l'aide à mourir. Vous le rappeliez, cette loi, si elle est votée aujourd'hui, elle ne sera pas appliquée demain, puisque le texte ira ensuite au Sénat avant de revenir à l'Assemblée. La ministre Catherine Vautrin espère un vote définitif d'ici 2027. Est-ce que ce sujet, ô combien compliqué, ô combien intime, n'aurait pas mérité un référendum ? Alors, le président de la République en a parlé. Moi, je suis circonspecte sur l'idée du référendum sur un sujet aussi sensible que celui-ci. Il y a eu une convention citoyenne. Il y a des citoyens qui se sont déjà réunis et pendant de longs mois et réfléchis. Tout ça, en fait. Oui, puis surtout, c'est quand même très subtil. C'est-à-dire que chaque argument, chaque amendement a été discuté et on a tous évolué sur des positions au cours de ces discussions. Donc, le référendum, on sait que c'est pas en oui ou non. C'est assez binaire comme réponse et je trouve que ce type de sujet mérite la nuance. Si vous n'aviez pas été directement concernée, Sandrine Rousseau, est-ce que vous auriez, vous aussi, des réserves, des inquiétudes à l'égard de cette loi ? Qu'est-ce que ça a changé, le fait? Mais je pense que j'aurais eu exactement la même position, mais la différence d'être concernée, c'est que on sait précisément ce que ça génère. C'est-à-dire que moi, je sais précisément ce que c'est dans un foyer d'avoir un être cher, un être qu'on aime, qui est en train de mourir dans des conditions inhumaines et dans des conditions qui sont indignes, en fait. Enfin, vraiment, posons-le. Et en fait, je sais dans le détail ce que ça génère des années plus tard chez les personnes. Et si j'ai la voix qui tremble quand j'en parle encore, il faut aussi penser aux personnes qui restent. Vous en souffrez aujourd'hui encore ? J'en souffre pas au quotidien, mais quand j'en parle, c'est quelque chose qui m'émeut encore parce qu'on se remet difficilement de fin de vie comme celle-ci. Et je sais que quand j'en parle, je parle à plein de gens qui ont vécu ça. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, d'être venue